Meghan et Harry chez Oprah Winfrey, Elisabeth II, qui fête d'ailleurs son 95e anniversaire le 21 avril 2021 sur des mugs dorés à Buckingham Palace. La monarchie constitutionnelle est-elle aux institutions politiques ce que le kitsch est à l'esthétique? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique, sous une autre forme certes. La monarchie constitutionnelle a-t-elle un avenir en géopolitique au XXIe siècle? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors on pourrait dire que la monarchie constitutionnelle est une forme politique totalement désuète. Pourtant, on voit une persistance de cette forme en Europe et à travers le monde. Et avant de s'intéresser justement à son existence et sa présence dans le monde, il faudrait d'abord voir quelles sont les caractéristiques d'un régime qui se différencie du régime parlementaire ou du régime présidentiel ou encore semi-présidentiel. Alors quelles sont les spécificités de ce régime monarchique? C'est juste que pour pouvoir répondre à la question, il y a, il me semble-t-il, deux préalables qui sont indispensables parce qu'ils vont permettre de la légitimer, comme vous avez eu raison de le suggérer précédemment. Quand on entend le terme de monarchie constitutionnelle, on a plutôt l'impression que c'est un vocabulaire ou un terme qui est engoncé dans le passé, dont il reste un certain nombre de résilience qui serait plutôt vouée à la disparition au fur et à mesure, où donc on décollerait vers le XXIe siècle, a fortiori avec l'ensemble des technologies. Donc il y a deux paramètres qui me paraissent indispensables à mettre en avant pour justifier notre problématique. D'abord de rappeler effectivement quel est le fonctionnement d'une monarchie constitutionnelle et d'aboutir d'ailleurs à quel en est l'intérêt pour les pays dans lesquels elle est en place. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on y reviendra peut-être par la suite, aussi de se rendre compte que ces monarchies constitutionnelles sont encore effectivement en 2021 beaucoup plus présentes qu'on ne l'imagine, et a fortiori en Europe. Alors je m'arrête à votre première question. S'il fallait définir la monarchie constitutionnelle, je crois que de façon simple, évidemment, surtout eu égard au temps qui nous est imparti, la chose qu'il faudrait le plus considérer, c'est qu'on a donc un monarque qui, il faut le préciser d'emblée, est dans un régime parlementaire démocratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un pouvoir qui est totalement limité par une constitution. Et on pourrait même dire que le pouvoir est non seulement limité, mais il est même excessivement restreint. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, on se retrouve avec un monarque qui est surtout là à titre de représentation, dans des logiques représentatives, et qui n'exerce vraiment aucun pouvoir politique. Alors je m'empresse aussi, si vous le voulez bien, d'apporter un certain nombre de précisions. Quand on parle de monarque, parce que là on parle de monarchie constitutionnelle, il faut l'entendre au sens large, parce que bien sûr il y aurait des grands-duchés comme le Luxembourg, il y aurait des principautés comme Monaco, au Japon c'est un empereur, ça peut être insultant dans d'autres régimes. On voit d'ailleurs à l'écoute d'un certain nombre d'exemples tels que je suis en train de les déployer, qu'effectivement, elles sont quand même beaucoup plus persistantes que qu'on pouvait imaginer spontanément. Et donc, en fait, on se retrouve avec un système parlementaire qui, très globalement, est démocratique. Il y a eu quelques exceptions, notamment dans les années 30, avec des dérives sur les monarchies italiennes et avec l'Empire japonais à la fin des années 30. Mais globalement, c'est des systèmes parce que très encadrés justement par la Constitution. Et c'est assez intéressant, qui s'apparenterait assez finalement au système des républiques en France qu'on a connu sous la Troisième et la Quatrième République, avec un président de la République dont on avait l'habitude de dire qu'il inaugurait les chrysanthèmes, c'est-à-dire qu'il a uniquement un rôle représentatif et qui n'a pas du tout de pouvoir, puisque le pouvoir a été dévolu au président du Conseil, donc l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui. Ce qui me permet de préciser, c'est très important, que dans les monarchies constitutionnelles, la totalité du pouvoir politique incombe au Premier ministre, qui est issu de la majorité du Parlement, qui est uniquement responsable d'ailleurs devant elle, et qui doit sa légitimité politique aux élections. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans un système dans lequel la reine ou le roi ou le monarque auraient des pouvoirs. Alors à l'énoncé de ces propos, j'imagine que certains de nos étudiants ou certains des observateurs peuvent nous faire remarquer, bah oui, bah alors, mais quel est l'intérêt d'avoir un monarque? Eh bien, on va se rendre compte que la plupart du temps, l'intérêt, c'est que justement, dans les pays concernés qu'on va être amené à évoquer, ils transcendent les clivages politiques, ils dépassent totalement les moments de tension politique et qu'il est souvent considéré comme le garant non seulement de la Constitution, le dernier rempart pour protéger la Constitution, mais ça va au-delà de ça, il est même le garant de l'unité du pays
Et on peut même dire qu'il est le symbole ultime de la représentation du pays à l'extérieur, ce qui, évidemment, dans notre contexte des séances des rangs de géopolitique, est très important en termes de relations internationales et géopolitiques. Donc, je pense que c'était très important à rappeler pour que notre problématique paraisse plus légitime qu'anecdotique, d'autant plus que, comme on l'a un tout petit peu évoqué précédemment, on va se rendre compte que ces régimes sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait spontanément penser, et en particulier en Europe. Oui, alors on parle depuis la position française, et c'est vrai que de par notre tradition, de par notre histoire, il y a un brin de condescendance quand on observe les monarchies constitutionnelles, et encore cet aspect désuet qui ressort. Pourtant, il ne faut pas chercher très loin, nous, pour voir des monarchies constitutionnelles actives, et il est peut-être important de faire un point et de faire surgir ces monarchies. Oui, là, il y a trois aspects qui vont, à mon sens, beaucoup surprendre nos auditeurs, alors étudiants ou ceux qui nous font l'amitié de nous suivre, moins parce que c'est d'ailleurs des informations qui sont cachées, que tout simplement parce que, comme vous avez raison de le souligner, c'est assez étranger à la logique française, encore que, on va y revenir, et que finalement, c'est des choses qui sont plutôt mises de côté. Alors, il y a trois aspects qui me semblent intéressants. D'abord, la monarchie constitutionnelle appartient beaucoup plus à la France et à l'histoire de France que ce qu'on veut bien se rappeler. Ensuite, on va être assez interpellé par une remise en situation sur la carte de l'Europe volontairement en été 1914. Et puis, surtout, in fine, on va être encore plus surpris par la situation de l'Europe et notamment de l'Union européenne aujourd'hui de manière contemporaine. Si vous voulez bien, je vais reprendre chacun de ces trois aspects. En ce qui concerne la France, je suis toujours un peu étonné. C'est vrai que vous avez utilisé des termes forts, mais que je crois assez justes, une sorte de commisération, j'aurais presque envie de dire, par rapport à ces institutions qui paraissent comme un peu dépassées. Mais on oublie qu'en France, à plusieurs reprises, on a été dans l'hypothèse de mettre des monarchies constitutionnelles, et c'était d'ailleurs même l'hypothèse retenue. Quand il y a eu la Révolution dès les années 1790, avant qu'on aboutisse à la République, c'est d'ailleurs la raison de la conjugaison du drapeau tricolore, il faut quand même le rappeler, hein, de la couleur blanche du roi associée aux couleurs du peuple de Paris, c'était quand même bien ça l'idée. Ça, parfois, quand je rappelle ça aux étudiants, ils me regardent de façon un peu interpellée, mais c'était quand même bien ça l'origine du drapeau tricolore. Et puis surtout, il y a un événement majeur que rappelle très très bien dans son ouvrage L'été des 4 rois, Camille Pascal, c'est le fait qu'après les révolutions, les 3 journées révolutionnaires des 27, 28, 29 juillet 1830, le régime qui est choisi avec Louis-Philippe, c'est clairement un régime de monarchie constitutionnelle de 1830 à 1848. Donc on voit bien que là, à la sortie de monarchie absolutiste, c'était le choix qui était fait et non pas celui d'une république. Et puis il y aurait un troisième moment qui est peut-être encore plus interpellant dans l'histoire de France et moins connu, c'est que quand Napoléon III capitule donc, à Sedan début septembre 1870 et que la République est proclamée le 4 septembre 1870, en réalité il va falloir un certain temps, des constituantes, etc. Mais le vrai régime qui est envisagé, c'est bien une monarchie constitutionnelle, et pour une raison simple, c'est parce qu'en réalité la majorité des députés sont monarchistes, et qu'en réalité la monarchie ne sera pas mise en place, parce qu'on connaît bien la fameuse querelle mise en avant par René Raymond dans son très célèbre ouvrage « Les droites en France », entre les légitimistes et les orléanistes. Ils sont incapables de se mettre d'accord alors qu'ils sont majoritaires, et on pourrait presque dire que la République arrive par défaut, et que d'ailleurs dans les textes constitutionnels, les premiers de la Troisième République, il est peu fait allusion à la République elle-même. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus inhérent à l'histoire de France que ce qu'on veut bien penser. Ensuite, de façon beaucoup plus simple, ce qui interpelle toujours les étudiants, c'est quand je leur réadresse ou réattire leur attention de la carte de l'Europe en été 14. Et quand on regarde la carte de l'Europe en été 14, alors là, c'est quand même très très intéressant, mais en réalité, il y a 3 républiques. Il y a la France, il y a la Suisse, et il y a le Portugal. Et tous les autres États, alors bien sûr, certains sont des empires sur des modalités différentes, où il y a des grands-duchés et des principautés, mais sont sur des logiques dynastiques. Donc on voit bien que c'est totalement irriguant dans l'histoire européenne. Et alors, ce qui est encore plus étonnant, surtout, vous avez raison de le rappeler, pour nos concitoyens français, là, en 2021, c'est que quand on regarde l'Union européenne, on constate que sur les 27 membres, il y en a encore 6 qui sont des monarchies constitutionnelles, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, le Luxembourg, l'Espagne, et puis on en a encore 2 autres qui seraient évidemment Monaco, Liechtenstein, et puis en dehors de l'Union européenne, on a le Royaume-Uni qui est sorti, et puis on aurait aussi la Norvège. Donc en réalité, on a une situation de monarchie constitutionnelle qui sont encore très très présentes en Europe aujourd'hui.
Alors, si on est en train de parler d'aujourd'hui, on a cette situation. Si on se projette dans l'avenir, il faut essayer de comprendre quels sont les scénarios qui ont amené des monarchies constitutionnelles à s'établir. Donc, quelles sont les fondations de ces monarchies constitutionnelles, puisque certainement, le scénario initial va avoir une influence sur le destin qu'elles vont rencontrer. Alors, on peut imaginer un premier scénario. C'est une monarchie constitutionnelle née d'une crise politique majeure. Et là, c'est le scénario de l'Espagne. Oui, la question que vous posez me paraît vraiment essentielle pour essayer de contribuer à répondre à la problématique telle qu'on se la pose. Et donc, si vous le voulez bien, en préalable, j'aimerais dire qu'à mon sens, il y a trois scénarios globaux quand on regarde. Il y a un scénario qu'on qualifierait plutôt d'une monarchie issue d'une grave crise politique. Il y a le scénario d'une monarchie qui serait, et ça c'est très intéressant pour nous, qui serait la résultante de logique géopolitique ou de rencontres de logique géopolitique. Et puis il y a un troisième scénario qui serait l'hypothèse de monarchie constitutionnelle qui serait immergée dans le temps ou qui serait dans une grande logique à long terme, structurelle ou historique. Et vous avez raison de dire que ce qui va être important, c'est de comprendre pourquoi sont-elles en place, parce qu'en faisant ça, on va mieux mesurer de savoir quelle est la probabilité de leur pérennité ou pas dans le XXIe siècle, et que donc dans leur possibilité d'être des acteurs de la géopolitique. Et là, effectivement, il y a le premier cas qui se dessine, c'est le cas d'une monarchie constitutionnelle qui arrive à l'issue d'une grave crise politique. Et là, l'Espagne en est un exemple, j'allais presque dire flamboyant, et de redresser, si vous voulez bien, un peu les traits, parce que ce qui est assez intéressant, me semble-t-il, pour comprendre les enjeux que vont rencontrer la monarchie espagnole d'emblée, c'est que cette crise politique, bon, c'est pas très difficile de se rappeler qu'en fait, elle est inhérente à la guerre civile espagnole de 1936 à 1939, qu'on avait d'ailleurs abordé dans une séance qu'on avait consacrée à l'Espagne. J'invite celles et ceux qui le souhaiteraient à aller la revisiter. Et après, évidemment, au fait que Franco a eu le pouvoir en Espagne de 1939 jusqu'à globalement 1975, et que d'ailleurs, il n'y avait pas véritablement de constitution qui avait été remise en place, et qu'à l'issue de sa mort, il y a Juan Carlos, ça c'est très important à garder à l'esprit, qui avait été choisi comme l'héritier. Et en fait, Juan Carlos, pour différentes raisons, et il faut reconnaître les choses de façon objective, à la fois en termes de circonstances, parce qu'il a compris qu'il fallait amener une transition démocratique et que le contraire était impossible dans le cadre de l'Europe des années 70, mais aussi par conviction personnelle, il faut avoir le courage de le dire, c'est lui qui a mis en place la transition démocratique. Les premières élections ont lieu en 1977, puis la constitution espagnole arrive en décembre 1978, et surtout il y a un événement majeur dont les anciennes générations espagnoles se souviennent, et c'est certainement ce en quoi elles sont le plus reconnaissants envers Juan Carlos, c'est le fait que quand il y a un coup d'État en 1981, et là il faut se remettre en perspective. C'est des images qui avaient beaucoup interpellé à l'époque. On a la Guardia Civile qui rentre dans l'hémicycle parlementaire, et puis qui tire au plafond, et on a l'ensemble des députés, à l'exception de 2 ou 3 d'ailleurs, qui se retrouvent de façon peu courageuse, le moins qu'on puisse dire, le nez dans la moquette. Et là, on a Juan Carlos, en habit militaire, qui prend la parole à la télévision et qui dit « Vous voulez un régime fort et vous voulez obéir à une autorité, ça tombe bien. Le monarque, c'est moi. Et moi, je vous dis, vous rentrez dans vos casernes parce que c'est la démocratie et le système politique légitime. Et il est hors de question qu'on ait un coup d'État militaire. » Donc, c'est lui qui arrête le coup d'État militaire. Et d'ailleurs, quand on écoute en écho les propos des hommes politiques, y compris de gauche, voire communistes à l'époque, ils ont avec une certaine émotion, ils disent c'est Juan Carlos qui sauve la démocratie. Alors, c'est d'autant plus important à rappeler, parce que là, on voit bien que l'acte fondateur de la monarchie constitutionnelle espagnole, c'est donc là une très grave crise politique. C'est d'autant plus important à rappeler qu'évidemment, ça n'est plus la grille de lecture principale, me semble-t-il, des jeunes générations espagnoles, pour un point essentiel qui va expliquer l'enjeu du roi Philippe VI aujourd'hui, c'est que ces événements-là sont en train de se dissiper, ils sont en train de plus en plus de se trouver attirés ou aspirés par le passé, et depuis, l'image de Juan Carlos a beaucoup évolué, parce qu'il y a eu énormément de scandales en termes d'éthique,
en termes de finances, avec d'ailleurs des enjeux ou des montants considérables. Ce qui a lancé les polémiques, c'est quand on a commencé à voir qu'il faisait beaucoup de safari, qui se plaisait dans la chasse, qui en plus il tirait sur des espèces protégées, et alors en plus, sans vouloir trop rentrer dans les détails, accompagné par certaines de ses maîtresses. Enfin bon bref, il a une image qui s'est complètement détériorée, à tel point qu'il a quitté l'Espagne en 2020. Il avait abdiqué en 2014 suite à ces scandales, puis il a quitté l'Espagne en 2020, et ça va tellement loin que le roi actuel, qui est son fils, a décidé de ne plus avoir son héritage, donc pour montrer que lui, cet argent dans lequel il y a des accusations de corruption, ben, il ne le toucherait pas, et il a même été jusqu'à suspendre sa dotation. Donc on voit bien que là, il y a bien une compréhension du fait qu'il n'est pas possible, c'est très important dans ce qu'on sera amené à dire dans notre conclusion, pour une monarchie constitutionnelle au XXIe siècle, de ne pas avoir une posture, on va dire, non seulement très juste, mais irréprochable. Et ça va être fondamental, parce que dans la concordance de ce qu'on a dit précédemment, pour pouvoir être au-dessus des partis, pour pouvoir être le dernier point de ralliement ou, on va dire, une sorte d'arbitre en cas de situation grave, bah, il faut être en situation justement d'être irréprochable. Le monarque est héréditaire. Il est au-delà des élections ou des pulsions ou des passions politiques, mais encore faut-il qu'il respecte totalement les règles. Sinon, par définition, le système ne peut pas perdurer. Dans un second scénario, on va aborder un pays qui a connu une crise de gouvernance assez importante récemment, c'est la Belgique, et là qui est vraiment où la monarchie constitutionnelle a été, et le pays, le jeu de forces géopolitiques. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que je suis toujours un peu forcément surpris de voir qu'un pays qui nous est si proche est quand même en règle générale en France pas si connu que ça pour rester modéré dans mes propos. Parce qu'on a effectivement un système fédéral, monarchique. Et là, en fait, la raison de cette monarchie constitutionnelle est double d'un point de vue géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes dynamiques géopolitiques qui viennent nourrir la nécessité, et là je parle bien de nécessité, d'une monarchie constitutionnelle belge. Il y en a une qui serait plutôt historique, et puis il y en a une qui serait plutôt la résultante, mais justement de l'identité belge elle-même. Alors la conséquence historique, elle est déjà assez intéressante parce qu'en fait, elle va nous ramener, en termes de réminiscence, à des logiques sur lesquelles on revient souvent parce que, effectivement, j'ai le sentiment que c'est le cœur. C'est le cœur qui bat de la géopolitique, du raisonnement de la géopolitique, le fameux équilibre dans le rapport de force. Or, il se trouve qu'à l'issue des guerres napoléoniennes, en 1815, la plupart des alliés voulant absolument arrêter toute menace française future, décident d'allier ce qu'on appelait les différentes provinces unies, donc les Pays-Bas actuels, plutôt au nord, et puis les Pays-Bas autrichiens, qui appartenaient, de par des logiques de succession avec les Habsbourg, à l'Autriche, donc de le réunir, en faisant totalement abstraction d'ailleurs des réalités sociologiques du terrain, dans un vaste ensemble, dont on voit bien que c'était une sorte d'état tampon, pour dire comment les choses. Bon. Le problème, c'est qu'en fait, entre la population néerlandaise, donc pour reprendre les termes modernes, et belge, il y a deux grandes différences, une de conception politique, et puis surtout une qui est trop oubliée de conviction religieuse entre catholiques et protestants. Et donc on aboutit, pour faire court pour nos auditeurs, à une révolution en Belgique qui commence à Bruxelles en 1830, qui se développe dans tout le pays tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc il y a un congrès qui va se mettre à Londres entre les différentes grandes puissances, parce que là les grandes puissances sont très embêtées. Qu'est-ce qu'on va faire de la révolution belge ? Surtout qu'on a la France qui est à côté, qui a elle-même connu une révolution en été, donc on ne veut pas que ça se propage. Et donc en janvier 1831, les différentes grandes puissances décident d'acter l'indépendance de la Belgique. Mais alors se pose un problème, selon quel système et avec qui à la tête ? Et alors si à un moment un prince français est pensé, notamment par les Belges francophones, les Alliés n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent surtout pas que ça soit une sorte de fenêtre d'entrée encore sur une sorte d'impérialisme ou de puissance française. Donc on va aller prendre une famille allemande, ça c'est intéressant, et ensuite demander à l'un de la famille Saxe-Cobourg-Gotha de devenir le premier roi des Belges. On n'insistera jamais assez sur le fait qu'il n'y a pas un roi de Belgique, mais il y a bien un roi des Belges. Ça c'est assez intéressant eu égard à ce qu'on va être amené à dire. Et donc il fait une prestation de serment à Bruxelles le 21 juillet 1831. Alors à l'issue de ça,
J'imagine que certains auditeurs pourraient dire, bon, ok, mais alors on est exactement dans la même situation que dans le cas précédent avec l'Espagne. C'est bien une crise politique majeure, sauf qu'en Espagne, elle était plutôt intérieure, en Belgique, elle est extérieure. Mais donc, avec le temps, et alors là en plus c'est 1831, elle s'espace davantage, ou elle s'estompe davantage. Sauf que là, il y a la deuxième logique. Et la deuxième logique, et c'est ça le point qui me laisse toujours un peu dubitatif, parce que c'est un des moins connus en dehors de la Belgique. Certains auditeurs seraient peut-être belges en nous écoutant. C'est le fait que la Belgique est un pays avec des communautés linguistiques qui sont respectivement flamandes, wallonnes et germanophones, et que donc en réalité, c'est impensable de ne pas avoir, Olivier, un roi, parce qu'en fait, il n'y a que le roi qui peut dire, au-delà de la mêlée, c'est le cas de le dire, quand on voit toutes les crises politiques qu'il y a en Belgique aujourd'hui, attendez, il y a un moment où il faut que ça soit l'union fait la force et l'intérêt général qui prédomine. Si c'était un président de la République, parfois certains de mes collègues, peut-être un peu par taquinerie, me disent, mais il faudrait qu'il y ait un président de la République en Belgique. Ah oui, mais il serait flamand, il serait wallon, ou il serait germanophone. Mais il ne serait pas perçu par la population belge comme belge. Donc là, on est face à une nécessité qui vient du fait que par la logique, me semble-t-il, communautaire de la Belgique, la monarchie constitutionnelle, on voit bien là, est indispensable, parce qu'en fait, elle permet justement de transcender ou de dépasser non seulement les différences ou les clivages politiques, mais les différences linguistiques. Et c'est bien ça que j'avais cherché à mettre en avant dans cette séance qu'on avait faite, je me souviens, il y a quelques années sur la Belgique. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais autant attardé sur le facteur du sport, un peu soft power d'ailleurs, parce que certains me disaient, ah, mais là, on y passe peut-être un peu trop de temps. Ah oui, mais parce que le sport est à la fois un magnifique révélateur en Belgique, amplificateur, et parfois aussi une solution de toutes ces logiques. Et là, on voit bien déjà que la monarchie constitutionnelle, qui pouvait peut-être paraître un peu plus anecdotique, prend tout son sens, me semble-t-il, sur ce deuxième scénario, qui est donc un scénario qui est très lié aux relations internationales. Et puis alors en plus, il va y avoir un troisième scénario, qui est le scénario historique. Oui, ce scénario historique qui vient se frotter à votre première réponse à la question des technologies, de la rapidité des médias. On est dans un scénario d'une longue tradition qui a installé une monarchie constitutionnelle qui est là dans le paysage depuis toujours, qui fait partie de l'imaginaire, peut-être même aussi du charme culturel de certains pays, et on pense forcément à la monarchie constitutionnelle britannique. Voilà, c'est l'exemple majeur, c'est presque, j'ai envie de dire, l'exemple emblématique, parce que là, en fait, on a une monarchie qui s'insère, qui se comprend deux fois dans l'histoire ou deux fois dans le temps. Et là, il y a une combinaison même en termes de temporalité, dont la seconde est plus conjoncturelle, mais peut-être qui va justement nécessiter à la monarchie britannique que d'avoir à répondre à un défi. La première dimension temporelle, c'est le fait que quand on reprend l'histoire britannique, j'encourage toutes celles et tous ceux qui n'est pas forcément si connu en France que ça d'ailleurs non plus, ce qu'on constate, c'est que la monarchie est en place, globalement, depuis alors évidemment, selon des modalités différentes, avec des familles régnantes différentes, avec des pouvoirs qui vont changer, mais globalement, la monarchie est en place au Royaume-Uni depuis la fin du IXe siècle ou le début du Xe siècle. Et quand on se rappelle, peut-être ancien étudiant de droit constitutionnel, la révolution ou le mouvement permanent, le maelstrom de l'ensemble des constitutions françaises telles qu'on les a connues depuis 200 ans, forcément en termes d'écho, ça parle que d'avoir un système qui paraît autant en place, avec une exception d'ailleurs, au milieu du XVIIe siècle. Alors, nous, en France, on appelle ça plutôt la dictature de Cromwell. Les termes britanniques d'ailleurs sont un peu moins radicaux, mais donc à l'exception du pouvoir de Cromwell, on a arrêté une vraie continuité. Et puis alors en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle justement, on a un certain nombre d'actes qui amènent définitivement la suprématie du Parlement sur le monarque. Donc on peut considérer que la monarchie constitutionnelle britannique est l'une des plus anciennes, parce qu'à la fin du XVIIe siècle, le fait que le Parlement est un pouvoir est définitivement acté. Cet exemple, si vous me permettez, il est intéressant de s'arrêter sur un autre point, et d'autant plus important géopolitique, qu'il ne faudra jamais oublier que de 1815 à 1939, le Royaume-Uni est la plus grande puissance géopolitique au monde, et de loin.
Ce qui montre bien que d'ailleurs, ça c'est assez interpellant aussi. Et quand on reprend Naissance et déclin des grandes puissances de Paul Kennedy, notamment dans ses chapitres 15, 5 et 6, on voit bien un certain nombre d'aspects qui font que cette monarchie constitutionnelle, de 1815 à 1939, a été la plus grande puissance géopolitique au monde, et sur un espace territorial qui dépassait pratiquement un tiers de la planète. Donc là, on voit bien que tout d'un coup, la logique un peu décalée que semble avoir la problématique prend toute son importance. Mais alors à ce facteur-là se rajoute un deuxième facteur que j'ai qualifié de conjoncturel, même s'il est en place depuis février 1952, c'est le fait que la reine Élisabeth II est en train d'avoir un règne exceptionnellement long, puisque globalement on est sur 69 ans, 1952-2021, que d'ailleurs elle va avoir ses 95 ans. Et pour remettre les choses en perspective, elle est donc en train de dépasser, vous allez voir, peut-être que mon exemple va étonner un peu au départ, mais le règne de François-Joseph. Alors on pourrait me dire, mais ça c'est l'Empire austro-hongrois et François-Joseph, ce n'était pas une monarchie constitutionnelle. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le point qui m'intéresse. Le point qui m'intéresse, c'est que le règne de François-Joseph, c'était 67 ans. Et alors en plus, je laisse à imaginer l'ensemble des bouleversements, dans les deux cas, historiques et politiques. Enfin, je veux dire, François-Joseph, il y a eu la défaite face à la Prusse, donc la nécessité que de transformer l'Empire autrichien en Empire austro-hongrois. Et quand on parle d'Élisabeth II, on voit qu'elle a eu plus de 10 premiers ministres, et j'en citerai que 2, mais enfin, quand vous avez Premier ministre Winston Churchill ou Margaret Thatcher, et qu'en plus, il faut rappeler quand même qu'il y a eu une période, il y a eu la décolonisation, il y a eu la guerre froide, il y a eu les crises politiques liées avec des revendications sociales, puis ensuite, il y a eu les réponses du libéralisme, et puis, bon, bref, il y a eu l'entrée dans l'Union européenne et puis le Brexit. Donc, on voit bien que là, ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que nécessairement, sur un règne aussi long, il y a a fortiori une tempérance qui s'accroît avec le temps. Il y a une légitimité qui s'accroît avec le temps, tout simplement parce que là, c'est des générations entières qui ont eu comme le symbole de l'État un roi, et en l'occurrence une reine, et que donc en cas de péril grave, elle est le recours. C'est très très important. Et pourquoi est-ce que je pense à François-Joseph? Parce que dans son livre Agonie d'une monarchie, c'est ça qui est intéressant de Jean-Paul Bled, sur l'Autriche-Hongrie, globalement de 14 en 1920, il y a une date qui est fondamentale, c'est le décès de François-Joseph en novembre 1916. Parce qu'on voit bien toutes les forces centrifuges qu'il y a déjà dans l'Empire. C'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit sur la Belgique d'ailleurs. À travers les nationalistes qui sont en train de monter, les distensions politiques. Et on voit bien qu'il y a une sorte de pudeur ou de retenue de l'ensemble des acteurs politiques parce que le vieil empereur est là. Et en fait, quelque part, de façon un peu bonhomme, j'ai envie de dire, et surplombe ça et a tendance à apaiser. Seulement sa disparition fait que tout d'un coup, il y a une sorte de réveil de l'ensemble de ces logiques. Alors, c'est ça la question qui va être posée à la monarchie britannique. Parce que, comme vous l'avez dit, Élisabeth II va avoir 95 ans, et donc forcément, la succession va revêtir une importance d'autant plus fondamentale qu'elle a régné 69 ans ou bientôt 70 ans. On pourrait me rétorquer, oui d'accord, mais enfin bon, l'exemple que vous prenez sur l'Autriche-Hongrie était particulièrement quand même dramatique parce qu'on était en pleine guerre mondiale, et puis en plus, il se trouve que le pays auquel vous faites allusion va la perdre, donc on imagine l'ensemble de la crise politique que ça a dû amener. Certes, mais on n'oubliera pas qu'en 2021, il y a eu le Brexit, et qu'avec le Brexit, il y a quand même un certain nombre de dynamiques, je pense à l'Irlande du Nord, je pense à l'Écosse, qui sont en train de se mettre en place, et que donc la difficulté du successeur d'Élisabeth II, c'est qu'il va devoir, dans un contexte quand même assez compliqué, avoir une autorité que pour l'instant Élisabeth II a, de par sa stature et de par la légitimité que lui donne. C'est intéressant parce que je repensais en vous écoutant aux fameux 2 corps du roi de Kantorowicz, Le roi est mort, vive le roi, qui montre la permanence finalement des institutions qui sont plus fortes que les hommes. Là, on se retrouve dans un scénario qui est presque inversé. Élisabeth II en vient tellement à incarner le pouvoir, le visage du pouvoir, qu'on peut se demander qu'est-ce que sera la monarchie après elle. Et donc, du coup, son importance dans l'imaginaire, est-ce qu'elle ne dénoterait pas finalement une fragilité de la monarchie constitutionnelle, une telle dépendance à la personne? C'est vrai, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a mis en place cette problématique. Les 3 exemples qu'on vient de mettre en avant, de mettre en exergue,
chacun sur leur dynamique ou leur problématique propre, en réalité, vont nous apporter la réponse. C'est-à-dire que, peut-être en guise de conclusion, ce que je crois, c'est que c'est l'issue de la monarchie constitutionnelle va dépendre de la conjugaison des réponses que vont être amenées à apporter les monarchies constitutionnelles espagnoles, belges et britanniques. Parce qu'en fait, en Espagne, Philippe VI, la question qui lui est posée, c'est comment entériner la monarchie espagnole alors qu'elle s'éloigne de plus en plus du cadre de la crise politique qui en avait été la genèse et la justification. Quant à Philippe de Belgique, la question qui va être posée, c'est est-ce que la monarchie constitutionnelle belge va pouvoir continuer à transcender les clivages communautaires à base linguistique et à les dépasser? Et quant à la monarchie britannique, la question qui va être posée, c'est va-t-elle réussir avec succès à mettre en place justement dans la continuité un passage de pouvoir entre Élisabeth II et le monarque qui sera en train de succéder. La réponse que chacun de ces trois pays va être amené, conjuguée, va certainement nous amener à considérer à l'avenir si la monarchie constitutionnelle pourra continuer à exister en géopolitique au XXIe siècle. Fabrice, je vous propose de nous arrêter ici. Merci Fabrice. Merci beaucoup Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.